Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour cette nouvelle édition des Utopiales. Alors, la colonisation de l'espace, ça c'est un sacré sujet en science-fiction. La table ronde précédente aurait dit « mais c'est de la science-fiction, la colonisation de l'espace ». Effectivement, c'est de la science-fiction, mais il y a quand même de gros progrès ces derniers temps et on va essayer de faire des allers-retours entre ce qui est la réalité de la technologie qui nous permettrait, ça vous en met plein dans les ouïes. On va faire des allers-retours entre la réalité de la technologie qui nous permettrait peut-être pas de coloniser tout de suite, mais au moins d'aller visiter quelques planètes et l'imaginaire. Alors, l'exploration spatiale. Avant tout, l'exploration spatiale, on a envoyé surtout comme vous le savez, des sondes spatiales un peu partout, sur pratiquement toutes les planètes maintenant du système solaire. Ces derniers temps, on a même une sonde qui visite la ceinture de Kuiper, ça s'appelle New Horizons, et ça nous a envoyé des magnifiques images de Pluton, de Charon et de maintenant quelques satellites autour de ces planètes naines, puisque c'est ainsi qu'il faut les appeler. Mars, on en envoie toujours tenter plus. On fera une halte particulière sur Mars parce que c'est vraisemblablement le premier voyage habité qui sera fait après la Lune. Et je vous propose de commencer d'abord par un bond. On va aller très loin, on va aller par l'imaginaire sur une planète qui s'appelle Gemma et qui est inventée par Laurence Sunner dans une trilogie qui s'appelle Quantica et qui nous fait voyager. Alors c'est un avenir assez proche finalement puisque c'est 3 siècles après aujourd'hui. Allez-y, Laurence, dites-nous un petit peu comment on y va sur Gemma et qu'est-ce qui s'y passe? Quel est l'univers, l'ambiance de votre trilogie? Bon, allô, ici la Terre? Oui, c'est bon. En fait, en parlant de colonisation de l'espace, j'ai imaginé en fait la colonisation la première exoplanète que j'ai inventée, c'est-à-dire que c'est pas du tout une planète qui se trouve dans le système Alpha ou Proxima du Centaure, donc c'est un système imaginaire qui a 6,5 années-lumière. Et j'ai imaginé que dans 300 ans, on pouvait s'y rendre, on y arrivait, puisque c'est très 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 loin, les exoplanètes. Et c'est une Terre, en fait, qu'on appelle boule de neige, une planète en glaciation globale, avec une atmosphère, en fait, composée, qui est proche de celle de la Terre, donc qui implique qu'il y a eu, en fait, des processus biologiques, donc la création d'O2, etc. Moi, c'est plus vraiment, c'est du space opéra, c'est plus du planète opéra, c'est-à-dire je décris en détail en fait cette planète, ce monde, comment on y fonctionne en considérant les conditions extrêmes donc de froid, de glaciation. C'est une planète qui est une planète tellurique, donc comme la Terre, simplement recouverte d'une carapace de glace, mais une planète qui a du volcanisme, qui a des océans, enfin qui a des lacs souterrains, des océans souterrains. Donc une activité volcanique, voilà, et qui a subi une glaciation, mais qui est de type artificiel, qu'on apprend au fil de la trilogie. Et dans cette épopée, mes colons arrivent là-bas, s'installent, et ils ont beaucoup de peine à s'y installer parce que malheureusement, au moment où ils y arrivent, ils se rendent compte qu'en fait, il y a un vaisseau spatial en orbite qui a été abandonné par une civilisation millénaire, en fait, dont on ne sait rien. Et l'histoire raconte aussi bien l'histoire d'adaptation de ces colons sur cette planète gelée, qui est difficile du fait de cette présence étrangère, c'est-à-dire on n'arrive pas trop à s'approprier les lieux, mais aussi parce qu'il y a des vestiges en fait, qui ont été enfouis sous la glace de cette planète et qui sont à l'origine d'une expédition scientifique. Donc je mets en scène pas mal de scientifiques différents, des géologues, des glaciologues, toutes sortes, voilà, il y a des biologistes, des extrêmes, puisqu'il y a des créatures extrémophiles piégées dans la glace, et qui vont lancer une expédition scientifique qui s'appelle la mission Arkea, qui va forer à l'aide d'un tunnelier, descendre dans la carapace de glace de 4 km pour découvrir des ruines. Donc voilà, là on est vraiment dans le monde de l'imaginaire, mais j'ai voulu en fait donner un cadre assez scientifique à cette planète, et pour ce faire j'ai travaillé avec des astrophysiciens de l'Observatoire de l'Université de Genève, dont l'équipe de Michel Mayor, Didier Queloz, donc qui sont les premiers découvreurs d'exoplanètes en 1995. Donc voilà.
Alors, on va en reparler de toute la bande de scientifiques qui pourraient constituer des expéditions et de la motivation qui fait qu'on va on va voir les planètes et ce qu'on en fait. Je termine le petit tour de table pour vous présenter toutes les personnes qui vont discuter de ce sujet avec moi. Donc, Laurence Suner, vous êtes écrivain et dessinatrice. Quantica, c'est paru chez La Talente. Daniel Tron, vous êtes professeur à l'UFR d'Art et Sciences Humaines de l'Université François Rabelais de Tours. Donc ça va être un petit peu notre encyclopédie vivante de la science-fiction. À ma droite se trouve Elisa Cliquet, qui est ingénieure CNES, des systèmes moteurs et ensembles propulsifs. Membre de l'association Planète Mars, c'est pourquoi nous allons pas mal parler de Mars. Et à ma gauche se trouve Olivier Grasset, qui est professeur de planétologie et directeur du laboratoire de planétologie et géodynamique, on appelle le LPG, à Nantes, spécialiste des lunes glacées, du Jupiter et de Saturne. Vous avez un point commun avec Laurence Suner. Alors, Daniel Tron, qu'est-ce qui motive les humains à aller explorer le vaste univers et surtout à coloniser des planètes? En fait, le truc qui est le plus marquant pour moi dans le rapport aux étudiants, en tant que personne qui a grandi avec de la SF, juste après un énorme concours de qui a la plus grosse batterie de missiles pour atteindre la Lune en premier, mon problème, c'est pourquoi on se pose la question actuellement. Pourquoi on se pose la question? L'histoire de l'humanité, on dit tout à fait l'étude, elle a progressé vers l'ouest, on a fait le tour de la planète. Il n'y a jamais eu spécialement à avoir de justification. On ne se posait pas la question quand il y avait un océan devant, forcément d'avoir une raison ou un retour sur investissement à fabriquer des bateaux pendant des mois, à se mettre dedans, à risquer la mort pour aller de l'autre côté. Pourquoi est-ce qu'on gravit une montagne? Parce qu'elle est là. Et là, tout d'un coup, il y a eu toute une période au XXe siècle. Alors d'accord, on était dans un contexte de position entre des grands blocs, il fallait arriver là-haut, c'était très symbolique, en imaginant derrière qu'il y avait un intérêt géostratégique à contrôler l'espace, mais on va sur la Lune. Il n'y avait pas de notion de retour sur investissement, mais il y avait une opposition idéologique. Et puis tout à coup, c'était fini. Quand on parle de Mars aujourd'hui, quand je pose la question à des étudiants ou autres, on a deux réactions qui, moi, culturellement, m'ont toujours posé problème. C'est pourquoi faire? On la voit bien. Et combien ça coûte? C'est les deux premières questions qu'on me pose pour Mars. Et moi, je me retrouve en général assez perdu en face en disant, mais pourquoi vous vous posez la question? Parce que c'est là. Parce qu'on peut. Donc, pourquoi on n'y va pas? Moi, un de mes grands chocs, c'est qu'à la limite, en l'an 2000, que j'ai pas ma voiture volante. Bon, passe encore. J'avais une AX pourrie. Bon, moi, je m'attendais à pouvoir me balader en téléphérique au-dessus de Paris, à conduire ma voiture, avoir un pilote automatique, à enfin pouvoir boire tranquillement et que la technologie me permette de rentrer peinard à la maison. Je l'avais pas, ça passe encore. Mais bon, il n'y a pas Martin Landau sur la Lune. Comment ça, on n'a pas de base lunaire? Pourquoi on ne s'est jamais posé? Pourquoi on a arrêté d'y aller? Déjà, je comprends pas. On a à peine fait le tour. Alors je sais qu'il y avait un côté très américain, dans l'idée d'emmener un module lunaire pour avoir le plaisir de faire un tour en bagnole sur la Lune. Bon, mais ça, j'arrive à comprendre, c'est sympa. Mais surtout, pourquoi on s'est arrêté? Et l'a priori, quand on regarde l'histoire du monde, ou de la colonisation de notre propre planète en tant qu'espèce, la justification, elle était très simple, parce qu'on n'y est pas allé. Pourquoi on y va? Parce qu'on peut, parce qu'on se pose la question. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on est dans une période à laquelle il faut donner des arguments de retour sur investissement, d'intérêt de la chose. Alors que si on prend dans les grands récits de SF, dans ce qu'a fait ma culture, est-ce qui correspondait à l'époque de conquête spatiale concrète ou d'exploration au moins de notre environnement proche, la plupart des auteurs, que ce soit chez Asimov, que ce soit chez Heinlein, se placent, c'est une évidence qu'on est dans un berceau, qu'on va en sortir. Une ou deux générations plus tard, il faut commencer à dire des choses. Oui, mais vous voyez, notre habitat, c'est de moins en moins adapté à nous, donc il va falloir qu'on aille chercher des ressources naturelles. On est obligé d'avoir un discours presque utilitaire autour de la chose, alors que moi, par culture, je me demande simplement pourquoi on n'y est pas. Alors, Olivier Grasset, vous travaillez avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne, sur une mission qui s'appelle JUICE, et dont le but sera d'aller explorer Ganymède, un satellite
de Jupiter et qui est glacée, comme la planète Gemma. Qu'est-ce qui vous motive pour aller, pratiquement vous y allez virtuellement, mais qu'est-ce qui vous motive là cette fois? Question très vaste, en fait, la motivation n'est pas personnelle, elle est globale, évidemment, au niveau européen. La première raison, je crois, c'est qu'on se pose la question, sur la remarque de tout à l'heure, est-ce qu'on se pose pas de questions quand on veut monter une montagne, etc. Je ne suis pas forcément d'accord, je crois qu'on se la pose toujours. Par contre, on ne se la pose pas en termes de quel est le retour sur investissement. Là, on est bien d'accord. Mais là, on est exactement sur la même logique. Pourquoi on y va? D'abord, avant tout, parce qu'on est curieux. Il y a eu des missions il y a 40 ans, enfin, d'abord on a découvert des lunes il y a 4 siècles, ensuite il y a eu des missions depuis une cinquantaine d'années qui ont survolé, qui à chaque fois, au lieu d'apporter des réponses, apportent de nouvelles questions, mais aussi montrent des choses. On découvre des océans profonds, on découvre une dynamique extraordinaire d'un système planétaire qui est un mini-système solaire en quelque sorte. On se pose énormément de questions. Notre logique, c'est on y va pour répondre aux questions. C'est juste normal. Et on n'y va pas parce que on se dit que derrière, va y avoir le développement technologique qui fait le retour sur investissement, même si c'est évident. Et c'est ce qui fait que la mission part. Pas se leurrer, ce qui fait que la mission part, c'est pas parce qu'elle est sélectionnée en tout cas, c'est certainement pas parce qu'on va répondre à la question de la chimie spécifique, du matériel qui n'est pas de la glace pure à la surface de Ganymède. Soyons très honnêtes, à part les gens dans la salle et quelques rares personnes, ça ne concerne quand même pas grand monde et j'estime que c'est pas très grave. Mais nous, c'est ce qui nous motive. C'est la curiosité scientifique, la curiosité elle est là. Mais c'est pas ce qui fera la mission, ça c'est sûr. Mais la réponse à la question est très simple. Pourquoi on y va? Puis ce qui nous motive, c'est qu'on est curieux. Voilà. Et c'est le propre du scientifique. Alors vous espérez y trouver quoi? Pardon? Vous espérez y trouver quoi sur ce satellite? Ah mais j'espère y trouver... Je n'espère rien, j'espère juste que la mission fonctionne et qu'on va trouver quelque chose. C'est-à-dire que notre grande déception, c'est quand l'instrument ne marche pas ou que la mission se crache au décollage. Ça n'arrivera pas, voilà. Donc à partir de là, quels que soient les résultats, ils seront de toute façon formidables. On fait une mission tous les 30 ans, dans le système solaire externe aujourd'hui, à peu près une mission tous les 30 ans. Quels que soient les résultats, ils seront formidables. Nous n'espérons pas nécessairement trouver quelque chose. Ça aussi, c'est le propre de l'humain, peut-être, je ne sais pas, mais du chercheur en tout cas, un chercheur n'est pas un trouveur. C'est pas la même chose. Nous, par contre, explorer, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on part traverser un océan sans savoir ce qu'il y a derrière, on peut très bien ne rien trouver, parce qu'on a cherché. C'est ce qui nous motive. Alors, on y va. On va déployer la technologie qu'il faut pour aller sur une autre planète ou un autre objet spatial. Quand est-ce que ça va partir, Joyce? Bientôt? Oui, bientôt dans notre jargon à nous, c'est-à-dire 2022, 7,6 ans de voyage, on arrive en 2030. C'est la règle imposée par le système solaire externe. On n'a pas encore les moyens d'aller à 7,6, je ne sais plus, 6 années-lumière, 7 ans de voyage pour aller à 1 milliard de kilomètres de chez nous. Mais pour nous, c'est demain. Enfin, on est en train de fabriquer la mission pour qu'elle décolle en 2022, donc c'est en ce moment. Et si on allait sur Mars? Alors je rappelle que pour aller sur la Lune, Apollo mettait 4 jours, aller simple. Pour aller sur Gemma, on met combien de temps? À peu près 19 ans. 19 ans, donc il faut une technologie peut-être éventuellement pour être endormi, cryogéné. Il y a l'astrophysicienne qui a créé un réacteur, moi je le sais faire. Parce que... Et pour aller sur Mars, on mettra plusieurs mois, Elisa Cliquet. Oui, tout à fait. Alors en fait, si on utilisait une grosse fusée, un peu comme la fusée Saturne, finalement, celui qui nous fait voyager entre la Terre et Mars, c'est pas vraiment la fusée, c'est le Soleil. Parce qu'en gros, c'est lui qui nous impose son rythme une fois qu'on s'est placé sur la bonne orbite. Et donc le Soleil, il nous emmène vers Mars, en gros, entre 6 à 11 mois. Enfin, on met entre 6 à 11 mois à l'aller. Et puis selon la trajectoire qu'on a choisie, on a le droit de rester, entre guillemets, soit 1 mois, soit 1 an et demi. Donc là, il faut choisir. Il y a 2 options. Soit on part pour une mission qui dure 2 ans et demi, on ne passe entre guillemets que 1 an dans l'espace et on passe 1 an et demi à la surface de Mars, donc ça laisserait évidemment beaucoup de temps pour faire plein de choses. Soit on fait une mission un peu posée de drapeau entre guillemets,
où là on va passer finalement 8 à 11 mois à l'aller, seulement 1 mois sur place, et encore 1 mois sur place, hein, c'est 1 mois autour de Mars, descendre, remonter. Hein. Donc finalement à la surface même, ça fait que quelques jours. Et puis de nouveau 8 à 11 mois pour revenir, parce qu'on suit finalement la gravité du Soleil hein, et la force qu'il veut bien nous donner entre les deux pour avancer. Et donc tant qu'on reste sur des concepts de propulsion qu'on connaît, qui volent aujourd'hui et qu'on emmené des astronautes sur la Lune, on est contraint par tout simplement par Newton. Hein. Et donc déjà il faut faire ce premier choix qui est finalement est-ce que je préfère une mission qui est globalement plus courte, en gros 1 an et demi, mais où je passe que 1 mois à la surface, ou est-ce que je suis prêt à envoyer des bonhommes 2 ans et demi tout seuls, isolés, face à un monde complètement qu'on connaît de mieux en mieux, mais qui reste encore plein d'inconnus.